Bien, donc cours numéro 6, au fond, qui est toujours dans la même session, hein, sur la GTB. Quelques exemples, hein. Je crois qu'il faut quand même donner quelques exemples pour donner un peu de chair à tout cela. Donc, on a pris deux exemples. Le premier exemple, alors je le rappelle avant d'attaquer, c'est oui, l'analyse technique, il va falloir analyser les trois niveaux, hein, terrain, contrôleur, supervision. Donc, premier exemple, j'ai pris un bâtiment modeste, enfin, modeste, une villa. Hein, bon, pas si modeste que ça, mais enfin bon, une villa, on est plutôt dans la domotique, pourrait-on dire. Hein. Et quelques exemples, voilà, qu'est-ce qu'on peut identifier comme point à regarder. Alors, l'exemple, au fond, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne, au fond, la base d'un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on demande à une GTB? Hein. On donne parfois des solutions, hein. En tout cas, on préconise des solutions, plutôt dans l'idée d'un cahier des charges. Alors, bien sûr, comme tout cahier des charges, hein, il faut préciser les besoins. Hein. Alors, on est sur, je rappelle, une villa. Donc, la notion de confort, évidemment, le premier auquel il faut penser, on aurait chauffage, climatisation, éclairage, volets, volets actifs, c'est-à-dire on les ferme, on les ouvre en fonction des apports solaires qu'on souhaite obtenir ou pas d'ailleurs. Hein. Bon, et puis bien sûr en fonction des occupants, des moments de la journée. Bon, premier élément, confort. Deuxième élément, efficacité énergétique. L'objectif, c'est de réduire la facture énergétique. C'est-à-dire qu'on va piloter intelligemment les équipements. D'accord? Troisième élément, la sécurité. Là encore, c'est un élément important. Alors ça peut être quoi la sécurité? Ça peut être bien sûr l'aspect intrusif, bon bien sûr on le comprend, mais ça peut être aussi l'incendie ou des fuites d'eau. D'accord? Et ceci bien sûr avec une surveillance à distance, hein, c'est que ça a l'intérêt aussi. Il faut que ça soit facile d'usage, pour sa convenance. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une interface facile, unique, simple, pour contrôler l'ensemble de la maison. Hein, voire en utilisant des équipements de type smartphone, par exemple, ou tablette. Et puis, dernier élément, permettre d'assurer une maintenance prédictive. Hein. Donc, suivre l'état des équipements, recevoir des alertes. Bon, alors qui va utiliser tout ça? Soit les occupants, soit l'installateur, soit la société en charge de la maintenance du système. Ok? Alors, il faut une architecture. Ok? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le protocole le plus couramment utilisé, c'est souvent KNX, tout simplement parce que c'est assez bien adapté à une GTB de petite taille, très utilisé par les fournisseurs de capteurs, d'actionneurs, d'automates, etc. Bien, alors, le cœur du système, c'est un serveur GTB. Donc il y a un boîtier de gestion centralisé, il y a un logiciel intégré, et donc les principaux fournisseurs, ça peut être Schneider Electric, Siemens, ABB, par exemple. Comme bus, je l'ai signalé, c'est du KNX. Hein. C'est donc des systèmes de communication filaires, hein, donc on relie capteurs, actionneurs. Hein. Et puis les éléments de terrain, niveau 1, capteur, thermostat, détecteur de présence, capteur de luminosité, contacteur de porte, sonde de température extérieure, détecteur de fuite. Et puis les actionneurs, variation d'éclairage, volet roulant, chauffage. Alors, dans le chauffage, c'est des vannes thermostatiques, sur des régulations, sur les équipements ou des informations que vous envoyez au régulateur des installations centralisées de type pompe à chaleur ou chaudière, par exemple, ou de la ventilation. Bien. Ensuite, vous serez souvent amené à une interface utilisateur. Il faut pouvoir l'utilisateur visualise les données. Donc c'est souvent des écrans, écran tactile, c'est ça, des télécommandes, et pourquoi pas des applications sur des équipements extérieurs type smartphone ou tablette. Et ceci, c'est surtout via utiliser
lorsque vous êtes à l'extérieur, donc vous utilisez la connexion Internet, voilà, voilà, vous informez, vous transmettez vos informations au système de contrôle centralisé. Alors, on a dit tout à l'heure, alors, on pourrait dire qu'il y a deux standards. Il y a le KNX, j'ai dit, tout le système interne, hein, le réseau local, et puis il y a, si vous voulez communiquer de l'extérieur, il faut une passerelle IP. Hein. Ok. Bon, après, il peut y avoir des équipements non KNX. Alors, ça veut dire qu'il faut parfois des systèmes de conversion, hein, des protocoles. Hein. OK, KNX, Modbus, KNX BACnet, etc. Alors, regardons un petit peu les fonctions demandées par équipement. Alors ça, c'est un peu le cahier des charges. Alors, bon, par exemple, le chauffage, la clim, zonage thermique, c'est-à-dire qu'on dit chaque pièce doit être gérée indépendamment, hein, chaque groupe de pièces. Bon, programmation horaire, là, vous êtes compris, on définit une utilisation. La nuit, on baisse les températures de confort. En cas d'absence, on met des conditions d'usage hors gel. Bien. Détection d'inoccupation, là, c'est plutôt le cas où une zone est inoccupée, donc là, on fonctionne en mode économique, hein, par exemple. Il faut bien sûr piloter les équipements, si on parle de chauffage et de climatisation, donc les équipements actifs qui sont chaudières ou pompes à chaleur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on envoie comme information? On envoie une température d'eau, hein, température d'eau en sortie de pompe à chaleur ou de chaudière, en fonction des besoins et souvent en fonction des conditions extérieures, hein, de température. Hein. Bon. Et puis, alors attention, et parfois il faut quand même prévoir des systèmes de secours, hein, en cas de panne de la GTB. Je crois que c'est toujours important. Ensuite, l'éclairage. L'éclairage, on va retrouver des choses similaires au cas du chauffage, la clim, c'est que on peut modifier des groupes de lumière suivant les usages. Hein. Rappelez-vous, hein, les besoins d'éclairement sont divers en fonction des activités. Hein. On ne va pas éclairer un couloir de la même façon qu'on va éclairer un salon ou surtout un bureau de travail. D'accord ? Bon. On peut aussi, comme précédemment, détecter une présence pour assurer un éclairage, un allumage, une extinction. Hein. On peut aussi essayer d'asservir l'éclairage artificiel en fonction de l'éclairage naturel disponible. Hein. Donc l'idée, c'est d'assurer un éclairement suffisant, qui se fait de combinaison de l'éclairage naturel et artificiel, et bien sûr réduire l'apport d'éclairage artificiel lorsque le naturel prend le dessus, devient important. La présence, bien sûr. Hein. Alors oui, c'est un peu différent, c'est que on peut, pour des raisons de sécurité, allumer des lampes rien pour simuler la présence des personnes et décourager d'éventuels intrus. Hein. Bon. Et là encore, comme le précédent, il faut quand même prévoir des sécurités d'usage, c'est-à-dire qu'il y a des zones critiques, hein, escaliers, couloirs. En tout état de cause, on doit pouvoir les éclairer, hein, malgré s'il y avait une panne de GTB, hein, les éclairer, hein, bien sûr, parce que c'est des espaces où les accidents peuvent intervenir. Gestion des volets roulants, on va retrouver des choses très similaires. La programmation horaire, hein, on ouvre le matin, on ferme le soir. Bon. Gestion solaire, on gère les apports. Alors, en été surtout, on gère les apports solaires qui peuvent surchauffer le bâtiment, hein, et donc on va limiter l'usage de la climatisation. On peut aussi avoir des scénarios de commandes spécifiques. On peut aussi avoir mode vent en cas de vent fort. Voilà, il faut quand même un anémomètre, hein, qui détecte le vent fort. Et puis là encore, commande de sécurité nécessaire. Les sécurités des alarmes, l'alarme intrusion, ok. La détection de fuite d'eau, hein,
Détection d'incendie. Voilà, là encore, si en cas de panne, il faut qu'on puisse avoir un système protégé. Et puis, bien sûr, il faut que le système d'alarme soit d'abord indépendant de l'ensemble, hein, d'ailleurs, parce que c'est une sécurité, hein, faut pas que, et certifié pour des raisons d'assurance, notamment. Et GTB ne fait que superviser. Hein, l'action, c'est vraiment le système indépendant. Ensuite, le niveau supérieur, troisième niveau, c'est la supervision, tableau de bord, bon, je ne vais pas insister, historique, reporting, et puis alerte de maintenance, remplacement, alors remplacement de la maintenance de faible niveau, type les filtres de VMC, l'usure d'un volet, etc. Puis parfois des maintenances plus importantes, type pompe, fatigue, des équipements techniques. Alors, comment ça se gère un projet comme ça? Il faut partir de l'étude jusqu'à l'exploitation. Et voilà, donc vous voyez un peu un ordre de grandeur, des temps nécessaires. Alors l'étude des chiffrages, qui suppose bien sûr une visite des sites, une sélection des produits, un devis détaillé évidemment. Alors, pré-câblage, ça veut dire qu'en fait, au moment ça peut se poser au moment des constructions neuves, prévoir des réservations, plus et de la mise en place de bus KNX, et d'alimentation électrique. Je crois que c'est important. Après, il y a la partie plus spécifique de câblage des équipements, capteurs, actionneurs, voilà. Bien sûr, la programmation. Alors, on fait en général par un spécialiste. Alors, spécialiste du protocole. Vous voyez, là j'ai mis KNX, c'est pas forcément un KNX, prioritairement KNX, on est sur une villa. Mise en service. Les utilisateurs doivent être formés à minimum. Et puis maintenant doit être prévue régulière, annuelle par exemple. Mise à jour, dépannage et puis modification éventuellement des paramétrages si nécessaire. Alors, quels sont les points un peu critiques? Eh bien, il convient de bien choisir son fournisseur, son intégrateur, dirons-nous comme ça, parce que c'est pas qu'un fournisseur de composants, c'est un intégrateur qui assure l'architecture, qui fait de l'installation, qui fait aussi la programmation. Alors bon, ça peut être partagé, c'est pas forcément le même acteur, mais enfin bon, il faut qu'ils soient en lien, bien sûr. Faut être sur une technologie, si possible, standard et ouverte. On ne va pas essayer de trop se lier à un protocole propriétaire, c'est toujours un peu problème. Et puis, il faut penser à la cybersécurité, c'est-à-dire les mots de passe, isoler donc la GTB. Alors, dans un réseau qui permet d'être séparé des autres réseaux de communication. Pour les accès extérieurs, mettre un VPN, donc toute une sécurité, et puis mettre à jour régulièrement les logiciels qui sont dans les automates. Il faut sauvegarder la configuration, bien sûr. Si vous perdez tout, c'est quand même un gros travail à refaire. Il faut une documentation, pour assurer la maintenance par d'autres acteurs. C'est pas toujours l'installateur qui assurera la maintenance. Et j'ai mis en sixième, j'ai mis conformité aux normes. Alors on verra ça plus tard, je ne vais pas le faire tout de suite, mais il y a des normes. Alors les normes, il y a beaucoup de normes, soyons clairs. Les protocoles de communication sont inscrits dans les normes. Bon, c'est pas celle-ci qu'on va regarder parce que c'est hyper technique. C'est le rôle des programmeurs, des programmateurs, des programmeurs des installations. Il y a autant de normes qu'il y a de langage que de protocoles. Non, par contre, il y a des normes importantes qui sont de qualifier la qualité de votre GTB, notamment en termes d'efficacité énergétique. Donc ces normes, on les regardera, parce qu'au fond, ce que je viens d'écrire, un pseudo cahier des charges, je dirais, est-ce qu'il vous assure la qualité d'une GTB de type A, B, C ou D? Alors vous verrez ce que ça veut dire, on en parlera plus tard.
Et puis deuxièmement, il y a aussi une des normes qui vous permettent qu'il faut respecter en toute rigueur dans l'écriture des cahiers des charges. Il y a 2 niveaux de cahier des charges. Un cahier des charges général qui précise les objectifs, comme on l'a fait ici, de la GTB, puis fonctionnel qui rentre un peu plus dans le détail des équipements ou des protocoles, etc. Bon, ça c'est des normes qu'on regrettera plus tard, mais il ne faut pas l'oublier, elles existent. Bien, elles sont intégrées, bien sûr, tous les intégrateurs l'ont totalement intégré. Alors, je vous propose de passer sur un deuxième exemple. Alors, vous voyez, vous avez compris, je suis passé d'un bâtiment résidentiel, petit bâtiment résidentiel, une villa, à un immeuble de bureau. Bon. Donc, évidemment, vous avez bien imaginé que le système va être différent, que les objectifs vont être différents. Alors, justement, en parlant d'objectifs, qu'est-ce qu'on veut? J'ai mis le coût d'exploitation, c'est-à-dire gagner en réduction de factures énergétiques. Bien sûr, confort, mais alors j'ai rajouté productivité des occupants. Bon, en général, le confort assure quand même, ce qu'on assure la productivité, la capacité de travailler des gens. Bon, ça c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence, mais mon expérience personnelle fait que je pense qu'en France, c'est pas une évidence. Aux États-Unis, oui, c'est une évidence. On ne fera pas travailler des gens avec 32 degrés dans le bâtiment. Sachant qu'on sait très bien que les productivités s'effondrent à ces niveaux d'inconfort. En France, on est moins sensible. On est, voilà, je le dis un peu, qu'on est quitte. D'ailleurs, je pense qu'on est prêt à sacrifier le confort des usagers. Je parle là de gens qui travaillent. Bon, après, chacun chez soi peut faire ce qu'il veut. Encore qu'il y a une vision assez négative de ce qu'est la climatisation, donc je n'accepterai pas. Mais dans un bâtiment où on travaille, je pense qu'il est légitime qu'on s'intéresse à la productivité des occupants. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé, bien sûr, la dépendance de la productivité et des conditions de confort. Bon, j'insiste là-dessus. On est obsédé en France sur la clim, il ne faut pas climatiser les bureaux. On a quand même une sorte d'interdit philosophique, je ne sais pas comment dire le pire, sur ce problème de qualité. Il suffit, puisque j'enseigne, je suis devant vous comme enseignant, il suffit de voir la médiocrité des conditions de travail de beaucoup d'étudiants. Je le dis, alors on pense qu'un étudiant à 32 degrés, il est aussi performant qu'un étudiant à 23 degrés, il travaille en ambiance à 25 degrés. Non, c'est pas vrai. La fatigue, la tension n'est pas la même. Ça, faut pas rêver. Mais ça, c'est tabou. Donc, ne me dénoncez pas si j'ai dit ça. Mais je pense que la qualité. Alors heureusement, on n'a pas un pays chaud a priori, sur certaines zones. On a bien vu des canicules. Que faut-il faire en période de canicule? Faut-il laisser les étudiants travailler? Je parle d'études, puisque les travailleurs, c'est un autre problème. Encore que les travailleurs ont plus de leviers d'action. Est-ce que les étudiants, les élèves doivent travailler lorsqu'il fait 35 degrés dans un local? Je me pose des questions, très honnêtement. Bon, éclairage adapté aussi, ça ne veut pas tout mettre. Et j'aurais dû même rajouter qualité de l'air. Qualité de l'air. Vous savez qu'on est le pays où la qualité de l'air dans les bâtiments d'école primaire sont les plus mauvais en Europe. Bon, alors on a un peu réagi, on dit oui, il faut ouvrir les fenêtres. C'est ça notre réaction. Ouvrez 10 minutes les fenêtres pendant la pause. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Pour renouveler l'air, il n'y a rien de mieux, parce qu'il n'y a rien d'adapté. J'ai un petit coup de gueule là sur le. Je parle toujours des enseignes d'enseignement. Dans le travail, vous êtes obligé, vous êtes un employeur privé, si vous ne faites pas un nombre de qualité, vous n'êtes pas soucieux de la qualité de l'air, vous aurez des problèmes devant la justice éventuellement. Non, pour nos enfants, des petits enfants, les crèches sont les plus mal ventilées, pas au monde, excusez-moi, j'exagérerais, mais en Europe. Vous posez aux enfants, des enfants sont tous respirés un excès de CO2 pendant toute leur jeunesse, nous-mêmes probablement, on a survécu, soyons clairs, mais quand même, c'est quand même amusant. Bon. Et c'est vrai que ce qu'on dit là, souvent, ça s'applique beaucoup mieux à des structures, des bureaux notamment dans l'environnement privé, parce que je suis désolé, on est beaucoup plus soucieux de la qualité, du respect des règles dans le système privé que le système public. J'ai enseigné dans le système public, dans des bureaux,
travailler dans le bureau du système public. Bon, voilà, la qualité d'air est assez souvent redoutable. Bien, alors, maintenance prédictive et amélioration de la GMMT, bon, ben, la gestion, voilà, donc tout ce qui est maintenance mécanique, etc. Bon, ok, on l'a déjà vu déjà, on l'a répété, bon, ben, c'est des indicateurs, et ça vous permet de programmer correctement des maintenances. On doit, eh ben, c'est aussi là ce qui est particulier par rapport à la villa, c'est la conformité réglementaire. Hein. Et puis, bon, bien sûr, centralisation et pilotage. Alors, les besoins, bon, alors les besoins, ça concerne qui? Ben, c'est le gestionnaire du bâtiment, hein, qui est considéré en première ligne, l'utilisateur principal, les techniciens de maintenance, et puis les occupants. Alors, les occupants, oui, en général, on les oublie un peu, il faut être clair. J'ai eu l'occasion, parce que c'est très important, je crois qu'un audit de bâtiment, c'est de questionner les utilisateurs, les occupants. L'utilisateur, alors là, l'utilisateur, on l'a vu comme gestionnaire du bâtiment, mais le gestionnaire du bâtiment n'est pas forcément dans le bâtiment. Donc, les occupants, c'est très important de faire un relevé de satisfaction des occupants. Hein, et souvent, on est surpris, hein, très honnêtement. On est très surpris des retours, et c'est parfois des retours très contrastés, compliqués, parce que chacun a peut-être sa sensibilité au confort thermique, par exemple. Hein. Donc c'est intéressant, à mon avis, ça ne doit pas qu'optionnel, j'ai mis obsolète, mais ça ne doit pas l'être. Alors, autre élément, l'architecture. Alors, les 3 niveaux. Niveau 3, management. Donc là, une station GTB. Bon, il y a différents fournisseurs. Ça génère des rapports, les historiques et les alertes. Les gestionnaires ont accès au système via un indicateur. Hein. Au niveau 2, donc rappelez-vous, automate contrôle, automate programmable. Hein. Alors, par sous-station, alors que c'est qu'une sous-station, on peut en discuter. Ça peut être un équipement technique central, ou un ensemble de centrales thermales. Ça peut être aussi un étage. Hein. OK. Et c'est via des régulations plus ou moins complexes et des scénarios spécifiques. Et puis le premier niveau, c'est capteur de mesure. On ne peut pas redire température, humidité, CO2. Pression différentielle, ça c'est important pour la gestion éventuellement d'espace à confiner. Qualité de l'air, compteur d'énergie, détecteur de présence, anémomètre. Actionneur, c'est toujours le même, vanne motorisée, variateur de vitesse, contacteur. Et puis, voilà, alors le réseau de communication, voyez, on peut voir 2 niveaux. Le niveau interne, des automates aux capteurs ou des capteurs aux automates, BACnet ou Modbus, et puis pour des connexions à distance, utiliser les réseaux IP pour Internet, grosso modo, Internet. Ok. Alors, on va reprendre un peu les fonctions exigées. Alors, c'est important, c'est une liste des fonctions, parce que vous verrez que dans les normes, suivant l'exigence que vous avez en fonction de ces fonctions techniques, vous avez des notes. Et ces notes vont permettre de vous classer, de catégoriser votre GTB. Alors, pourquoi c'est important de la classer? Bon, c'est d'abord pour des raisons réglementaires. Hein, il vous faut un niveau minimum de performance de votre GTB pour être accepté. Et il faut un niveau supérieur pour pouvoir bénéficier de soutien de type certificat d'économie d'énergie, donc de financement partiel de vos investissements. Donc on verra par la suite, quand on sera sur les normes, l'importance de cette définition, au fond de compte, de ce que vous attendez de votre GTB. Alors, par exemple, monitoring des consommations, bon, ok, relevé en continu, voire calcul du coût associé, ok, pourquoi pas. Puissance, surveillant de la puissance électrique appelée, c'est important. Alors pourquoi c'est important? Parce que donc ça vous donne une historique des appels, et puis surtout ça vous permet d'éviter les risques les dépassements de la puissance souscrite. Vous savez très bien qu'à ce moment-là, vous avez vous êtes pénalisé dans la facture, vous avez une prime à payer. Et donc, il vaut mieux éventuellement faire un délestage des charges non prioritaires en cas de dépassement de la puissance souscrite. Optimisation tarifaire,
utiliser les heures creuses quand c'est possible. Bon, alors là, ça suppose bien sûr une connaissance de votre contrat, de votre contrat de fourniture d'électricité, par exemple. Bon, et puis surtout, ils ont changé récemment, donc regardez bien. Les reporting indicateurs, bon, on s'appelle ça KPI, hein, bon. Et puis, bon, une petite nota bene, attention au compteur. Faites de temps en temps étalonner vos compteurs d'énergie. Hein, voilà. Alors, deuxième niveau, donc on a vu le premier niveau, c'est l'énergie. Deuxième niveau, la CVC, son chauffage, ventilation, climatisation. Donc, vous faites une régulation par zone, hein, c'est un bâtiment. Hein, donc vous avez des bureaux, vous avez des open space, vous avez des salles de réunion, vous avez une programmation spécifique à chacune des zones. Il faut pouvoir démarrer quand il convient. Hein, ok. Le matin, mais alors si possible, à un bon moment, parce que bon, il ne faut pas démarrer à l'heure d'arrivée du personnel, hein, il faut un peu avant, le temps de compenser les phénomènes d'inertie du bâtiment. Gestion de la centrale de traitement d'air. On verra par la suite débit d'air, récupération d'énergie sur l'air neuf, l'air vicié, free cooling, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la valorisation de l'air extérieur. Voilà. Alors une remarque, et c'est vrai de toutes les, enfin c'est pas qu'ici, hein, les sondes de mesure, hein, qu'elles soient température, humidité, CO2, il faut bien les positionner. Et ça c'est difficile. C'est difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, parce que bon, la sonde, vous ne pouvez pas la mettre au milieu de l'eau. En toute rigueur, le meilleur endroit, c'est l'endroit que vous occupez, que personne occupe. Enfin, vous n'allez pas mettre un capteur de température, d'humidité et de CO2 sous le nez de l'utilisateur. Donc le problème, souvent, on met ça en paroi et c'est vrai que c'est pas idéal. Soyons clairs, c'est pas idéal. Bien. L'éclairage, on pourrait dire des choses pareilles. Piloter l'éclairage extérieur et des zones communes, bon, ça je suis d'accord. Détection de présence pour arrêter, démarrer arrêter lorsque le cahier est occupé et bien sûr allumer lorsqu'il y a une présence. Asservissement lumière de jour, qu'on l'a signalé précédemment. Alors, bon, ok. On peut éventuellement prévoir des poussoirs, boutons forçage, hein, bien sûr, parfois c'est nécessaire. Quand la détection ne fonctionne pas, ça peut être à privilégier. Bon, on rajoute de la maintenance par ordinateur, donc planification des maintenances, prédictive, hein, bon, on en a déjà un peu parlé, ok. Phasage du projet, ben oui, bon, c'est un projet un peu plus ambitieux que le précédent, hein, c'est un bâtiment. Donc oui, donc il y a des conceptions, il y a de l'audit, hein, il y a le cahier des charges. Alors vous verrez, on parlera de cahier des charges qui ont différents niveaux, hein, et notamment là c'est le cahier des charges techniques, donc c'est celui qui est le plus complet, plus précis, et qui est bien sûr rédigé par un bureau d'études. Hein, c'est pas l'utilisateur qui va rédiger ce cahier des charges. Appel d'offres bien sûr, sélection d'intégrateur. Et puis l'ingénierie détaillée, plan d'implantation, programme des automates, installation câblage, voilà. Mise en service, réception, formation et maintenance. Ok, bon, pas de surprise. Là où il y a des choses à vérifier, interopérabilité, c'est-à-dire, bon, exiger l'utilisation de protocoles standards. Et puis pouvoir intégrer de nouveaux équipements de différents fabricants, ne pas être bloqué par des standards fermés. Cybersécurité, attention. Segmenter le réseau GTB, vous voyez, du réseau d'entreprise par des firewalls. Gestion des mots de passe stricts, tout le monde ne peut pas avoir accès à tout. Chiffrer les communications, appliquer les patchs de sécurité et faut avoir des bonnes qualités de capteurs, qui sont étalonnés, qui sont éventuellement réétalonnés. Hein, ça c'est important.
Continuons. Bon, l'impersonnel doit être impliqué, hein, ça c'est sûr. L'utilisateur, faut qu'il soit formé, c'est possible. Qu'est-ce qu'il doit intégrer dans la GTB, hein? Tout n'est pas obligé, n'est pas tout obligé de mettre dans la GTB. Voilà. Et donc, quel est l'intérêt de la GTB? Ben, alors après, aujourd'hui, parfois on peut dire, mais non, j'ai pas le choix, donc je le fais, les Crébax. Ou j'ai le choix, je le fais ou je le fais pas, et si je le fais, ben, vous intéressez à un retour d'investissement. C'est ce qu'on a vu précédemment, enfin, un retour d'investissement à la fois. Alors, on pourrait dire qu'il y a plusieurs types de retour d'investissement. Il y a un retour d'investissement qui est de l'ordre financier, qui est souvent celui qui prime, et puis le retour d'investissement sur l'émission de CO2. Il ne faut pas imaginer qu'on va s'échapper à ça, c'est quand même une pression qui va de plus en plus s'exercer sur les propriétaires et exploitants de bâtiments. Les normes, on en parlera plus tard, hein, tout à l'heure je l'ai dit, on fait pareil, voir session 9. Et je vous remercie pour votre attention. Et on va finir la session par un petit quiz sur la GTB, comme ça vous serez un peu plus, c'est une activité que je vous suggère, hein. Ok, qui n'est pas noté, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Et donc, à la prochaine session qui abordera les protocoles de communication. Merci pour votre attention.